Imaginez que demain matin, chaque être humain ait disparu. Pas de guerre, pas de message final, pas même un dernier appel. En une seconde, une planète de milliards d'individus devient un monde silencieux. Les téléphones cessent de sonner, les aéroports se vident, les métros s'immobilisent, et les grandes villes deviennent des musées sans visiteurs. Au premier regard, pourtant, presque rien ne semble avoir changé. Les écrans de Paris sont encore allumés, les feux tricolores continuent de fonctionner. Dans une gare, un train peut même être resté bloqué entre deux stations. Mais notre civilisation n'est pas une machine autonome. Elle doit être surveillée, réparée, alimentée, nettoyée et ajustée en permanence. La vraie question n'est donc pas de savoir si la nature reprendrait les villes. Elle le ferait. La vraie question est plus vertigineuse. Combien de temps faudrait-il avant que la France, puis la planète, ne ressemble plus du tout à un monde construit par des humains? Le premier jour, la France aurait encore l'air parfaitement normal. Les voitures resteraient garées dans les rues de Paris, Lyon, Lille ou Marseille. Les ascenseurs s'arrêteraient entre deux étages. Les écrans publicitaires continueraient à diffuser leurs images jusqu'à l'épuisement de leur batterie ou de leur alimentation. Les portes automatiques s'ouvriraient parfois devant personne. Les animaux, eux, comprendraient immédiatement que quelque chose ne va pas. Des chiens sortiraient des appartements, des chats franchiraient les fenêtres, des sangliers, déjà présents aux portes de nombreuses villes, avanceraient dans des quartiers qu'ils évitaient jusque-là. Dans les campagnes, les chevaux, les vaches et les moutons dépendraient rapidement de la solidité des clôtures et de la quantité de nourriture disponible. Certains systèmes continueraient de tourner grâce à l'automatisation. Les réservoirs d'eau garderaient une pression pendant un certain temps. Les batteries alimenteraient des alarmes et des centres de données. Les barrages poursuivraient leur cycle selon des réglages préprogrammés. Les centrales ne s'arrêteraient pas toutes au même instant. Mais un réseau électrique n'est pas un simple interrupteur. Il doit être équilibré seconde après seconde. Une panne locale peut déclencher des protections, ouvrir des disjoncteurs et provoquer une réaction en chaîne. Le geste banal d'un technicien, réinitialiser une installation, ne viendrait jamais. Le premier effondrement serait donc presque invisible. Une panne ici, une autre là, puis un réseau entier qui s'éteint sans personne pour le remettre en marche. Les hôpitaux disposeraient de groupes électrogènes, mais ces groupes ont besoin de carburant, d'entretien et de personnel. Dans de nombreux endroits, ils tiendraient quelques jours, parfois davantage, mais pas indéfiniment. Les chambres froides se réchaufferaient. Les supermarchés commenceraient à sentir la viande et les fruits en décomposition. Les entrepôts resteraient pleins, mais plus personne ne pourrait organiser la distribution. L'eau suivrait un calendrier différent. Certaines villes conserveraient une pression grâce aux réservoirs et à la gravité. D'autres dépendent presque immédiatement de pompes électriques. Lorsque les stations s'arrêtent, les étages supérieurs n'ont plus d'eau. Les stations d'épuration ralentissent, puis cessent de fonctionner. Les caves se remplissent. L'humidité s'installe. En hiver, des logements mal chauffés gèleraient dans les régions les plus froides. Ailleurs, la chaleur, les moisissures, les orages et les incendies deviendraient les premières menaces. Les sites industriels, raffineries, dépôts de carburant, laboratoires, usines chimiques resteraient sans surveillance. La France possède un parc nucléaire important. Les réacteurs disposent de dispositifs de sûreté automatiques et peuvent se mettre à l'arrêt. Mais l'arrêt d'un réacteur ne supprime pas instantanément la chaleur résiduelle. Les systèmes de refroidissement et de contrôle ont encore besoin d'énergie et de surveillance. Chaque site évoluerait différemment, selon sa conception et l'état de ses équipements. En quelques semaines, le bruit le plus caractéristique de la civilisation disparaîtrait. Le ronronnement continu de l'électricité. L'humanité pourrait disparaître de 1000 façons. Une pandémie, une guerre mondiale, un impact cosmique ou une catastrophe encore inconnue. Mais pour comprendre ce qui arriverait ensuite, imaginons le scénario le plus propre. Les humains disparaissent instantanément et les bâtiments restent debout. Ce n'est pas une prévision, c'est une expérience mentale. Elle permet d'observer un phénomène simple. La civilisation ne s'effondre pas seulement quand elle est détruite. Elle s'effondre aussi quand plus personne ne l'entretient. La première décennie appartiendrait au feu, à l'eau et aux intempéries. Sans pompiers, les incendies déclenchés par un court-circuit, la foudre ou une installation industrielle brûleraient sans interruption. En été, les massifs méditerranéens deviendraient plus difficiles à contenir. Dans les plaines agricoles, les cultures dépendantes de l'irrigation dépériraient.
Les digues, les stations de pompage et les dispositifs de protection contre les crues commenceraient à se dégrader. Chaque tempête trouverait une nouvelle faiblesse. Une tuile manquerait, une fenêtre se fissurerait, l'eau entrerait par un joint presque invisible. Un bâtiment n'a pas besoin d'être démoli pour mourir. Il suffit qu'il reste humide assez longtemps. Après 10 ou 20 ans, de nombreuses maisons seraient encore reconnaissables. C'est ce qui rendrait le paysage si étrange. Vu de loin, un lotissement semblerait intact. À l'intérieur, l'eau aurait déjà traversé les murs, les isolants, les câbles et les charpentes. Les moisissures gagneraient du terrain. Les racines fissureraient les fondations. Les insectes s'installeraient dans les meubles, les bibliothèques et les archives. Dans les régions soumises au gel, les cycles de gel et de dégel ouvriraient les fissures. Dans les zones chaudes et humides, les champignons et les insectes accéléreraient la décomposition. Les immeubles de grande hauteur vieilliraient par étapes. Les joints des fenêtres céderaient. Le verre tomberait dans les rues. La pluie atteindrait les structures métalliques et les étages techniques. Dans le béton armé, la corrosion ferait gonfler les armatures et pousserait les murs de l'intérieur. Certains immeubles resteraient debout comme des coquilles vides. D'autres s'effondreraient par morceaux au passage des tempêtes. Les ponts seraient particulièrement vulnérables. Les câbles doivent être inspectés. Le béton doit être réparé. Les joints doivent être remplacés. Un pont peut supporter des décennies de trafic, puis perdre sa résistance rapidement lorsque l'eau et la corrosion travaillent sans interruption. Les routes disparaîtraient plus lentement. Une fissure deviendrait un nid de poule. Le nid de poule deviendrait un canal pour l'eau. Les herbes ouvriraient l'asphalte. Des arbres pousseraient au milieu des parkings, des ronds-points et des anciennes voies rapides. Pendant ce temps, les animaux reprendraient les espaces que nous avions fragmentés. Les chevreuils, les sangliers, les renards et les loups circuleraient plus librement. Certains animaux d'élevage mourraient rapidement. D'autres s'échapperaient et formeraient des populations sauvages. Les chiens seraient probablement les plus remarquables. Au fil des générations, les survivants deviendraient plus méfiants, plus rapides et plus efficaces en groupe. La France ne serait plus organisée autour de ses autoroutes, de ses zones commerciales et de ses lignes TGV. Elle serait remodelée par les rivières, les forêts et les corridors écologiques. Après un siècle, une grande partie des infrastructures modernes serait déjà endommagée ou détruite. Les ouvrages qui résisteraient le mieux seraient les murs en pierre, les tunnels, les monuments, les ouvrages enterrés et les structures protégées par des conditions particulières. Mais résister n'est pas durer pour toujours. Les façades des cathédrales s'éroderaient, les toits s'effondreraient, les ponts métalliques rouilleraient jusqu'à perdre leurs câbles et leurs poutres. La tour Eiffel finirait par se déformer, puis s'effondrer sous l'effet de la corrosion et des intempéries. Les silhouettes de Paris, Lyon ou Marseille disparaîtraient progressivement derrière la végétation. Après 1000 ans, une ville pourrait n'être plus qu'un relief étrange, une zone où les plantes poussent différemment, ou une couche de débris sous la terre. Une entrée du métro pourrait rester visible un peu plus longtemps, jusqu'à ce qu'une inondation, un glissement de terrain ou les racines la condamnent. Les édifices en pierre survivraient mieux, mais l'eau pénètre les joints, le gel écarte les blocs et les plantes soulèvent les fondations. La terre finit par recouvrir ce que le climat n'a pas détruit. Les traces les plus durables ne seraient donc pas forcément les plus célèbres. Ce seraient les structures massives, enterrées, sèches ou protégées. Le plastique ne disparaîtrait pas simplement. Une partie se fragmenterait en morceaux de plus en plus petits, transportés par les rivières et mélangés aux sédiments. Le verre, la céramique, la brique, le métal et le béton laisseraient chacun une empreinte différente. Un visiteur intelligent survolant la France dans 10 000 ans ne verrait probablement plus de villes. Il verrait des forêts, des zones humides, des plaines et des côtes transformées. Mais sous la surface, l'histoire humaine attendrait encore. Des fondations, des carrières, des tunnels, des lignes de chemin de fer, des décharges, des dépôts de déchets radioactifs, une concentration inhabituelle d'alliages, de verre, de ciment et de molécules synthétiques. Notre courte période industrielle formerait une couche géologique reconnaissable. Notre message le plus durable ne serait peut-être pas un monument. Ce serait une décharge, une route enfouie, ou une mince bande de matériaux artificiels dispersés à travers le monde. Et la vie continuerait d'évoluer. Les pigeons des villes pourraient se diversifier. Les rats deviendraient plus grands, plus spécialisés.
des animaux domestiques formeraient de nouvelles lignées. Des corbeaux, des perroquets, des primates ou des céphalopodes pourraient un jour développer une intelligence capable de transformer leur environnement. S'ils déterraient nos ruines, leur première question ne serait peut-être pas « Que pensaient ces humains ?» Ce serait plutôt « Pourquoi construisaient-ils autant de boîtes identiques et pourquoi les remplissaient-ils de plastique ?» Même lorsque les bâtiments auront disparu, des traces subsisteront dans les fossiles, les sédiments et la chimie de la planète. Nos eaux, nos outils, nos routes, nos plastiques et nos paysages modifiés deviendront une partie de l'histoire géologique de la Terre. La planète a conservé des preuves d'organismes vieux de plusieurs milliards d'années. Elle pourrait conserver les nôtres. Pas comme un musée intact, mais comme un signal. Une couche industrielle soudaine, une explosion d'espèces domestiquées et une perturbation étrange dans l'évolution naturelle du monde. Alors, la Terre effacerait-elle toute trace de l'humanité? Pas complètement. Les villes pourraient disparaître en quelques siècles, les monuments en quelques millénaires. Les structures enfouies s'effondreraient sur des dizaines de milliers d'années. Les mouvements des plaques tectoniques finiraient par engloutir certaines preuves dans les profondeurs. Mais tant que la planète existera sous un soleil encore stable, l'histoire humaine restera écrite quelque part, dans la pierre, dans les sédiments, dans l'ADN et dans les descendants sauvages des animaux que nous avons emmenés avec nous. Le plus troublant n'est pas que la nature nous vaincrait, c'est qu'elle n'aurait même pas besoin de nous combattre. Dès que nous cesserions d'entretenir le monde commencerait à écrire le chapitre suivant. Et la dernière preuve de notre existence pourrait être découverte par une créature qui ne saura jamais ce qu'était un être humain.